Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des évolutions et innovations de Sage 100 V11. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Sandrine Laurent, consultante avant-vente chez Sage, et Emmanuel Mattei, responsable de marché chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Alors, pour information, nous sommes nombreux, donc nous essaierons de prendre toutes les questions. Et si nous n'avons pas le temps, nous vous répondrons par écrit. Bonjour Emmanuel, je te laisse la main. Bonjour à tous, merci Capucine. Je serai donc aujourd'hui accompagnée par Sandrine à qui je laisserai la parole dans quelques instants et je vous propose de démarrer tout de suite notre présentation. Alors, en quelques mots, quelques chiffres, Apsis Cyborg rapidement. Donc vous savez qu'Apsis Cyborg, on est aujourd'hui plus de 35 ans d'expertise. Les chiffres sont ceux de 2023 puisqu'on attend la publication des éléments de notre maison mère pour publier les éléments de 2024. Mais en tout cas, Apsis Cyborg, c'est plus de 86 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 600 collaborateurs aujourd'hui. Et vous êtes plus de 3300 clients à nous faire confiance et nous vous remercions pour ça, bien sûr. Notre métier ou nos métiers, bien sûr l'intégration de solutions de gestion, également l'assistance sur ces solutions et puis d'autres activités, une activité orientée conseil pour vous accompagner pour ceux qui le souhaitent dans de l'aide au choix, la rédaction de cahier des charges par exemple. Également une activité qu'on appelle cloud pour mettre dans le cloud des solutions qu'on appelle on-premise et aussi une équipe qu'on a baptisée la Factory qui va pouvoir vous accompagner sur des développements spécifiques, sur le traitement de sujets orientés reporting ou BI. Donc ça, ce sont les services d'Apsis Cyborg. Et puis les offres qui sont les nôtres. Donc bien entendu, l'éditeur avec lequel on travaille depuis le plus longtemps, Sage, avec lequel donc nous sommes Sage Business Partner autour des solutions Sage 100, Sage Pay, Sage FRP 1000, Sage X3, mais également d'autres éditeurs comme Microsoft et Kyriba, et également d'autres éditeurs avec lesquels nous travaillons sur d'autres types de sujets. Ce matin, nous allons aborder deux sujets. Le sujet de la réforme de la facture électronique et le sujet de la modernisation des états financiers. Sur le sujet de la réforme de la facture électronique, je vais faire un rapide rappel du contexte et surtout, on va passer du temps sur l'illustration que nous fera Sandrine dans cette leçon de la façon dont justement vous allez pouvoir traiter l'émission et la réception des factures dans Sage dans ce contexte de réforme de la facture électronique. On a fait un webinaire il y a une dizaine de jours de façon plus globale sur la réforme de la facture électronique. On pourra vous donner le lien pour le replay si vous le souhaitez et si vous avez besoin d'informations complémentaires. Mais je pense justement que le webinaire de ce matin est complémentaire à ce qu'on a déjà évoqué la semaine dernière. Et puis, bien entendu, on rentrera dans le détail de ces éléments tout de suite. Alors, la réforme de la facturation électronique, de quoi on parle? Alors déjà, il y a un calendrier. Ce calendrier, on a identifié 4 grands jalons. Donc mars 2025, depuis 3 semaines à peine, 15 jours, l'annuaire du portail public de facturation, on va revenir là-dessus, est disponible et il permet de réaliser un certain nombre de tests. Donc on est dans une réelle phase pilote là en ce moment avec plusieurs lots de pilotes et donc c'est en cours et les acteurs travaillent activement sur ce sujet. En janvier 2026, il y aura d'autres tests qui tourneront autour du e-reporting. Je vais revenir sur ce sujet dans un instant. Et puis, les grands jalons pour les entreprises, c'est septembre 2026 avec la réception pour toutes les entreprises. Donc, toutes les entreprises en septembre 2026 devront être en capacité de recevoir les factures. On va revenir là-dessus. Et l'émission, quant à elle, elle concerne les grandes entreprises, les assujettis uniques et aussi les ETI. Et donc, en septembre 2027, c'est l'émission pour tous, c'est-à-dire les TPE, les PME qui rentrent dans la danse. Il faut quand même prendre en compte que certaines entreprises dont l'échéance pourrait être septembre 2027
peuvent peut-être être amenés à devancer l'appel pour des raisons économiques, pour des raisons business. Et puis dans tous les cas, ces échéances de septembre 2026 et septembre 2027, ce sont des dates au plus tard. Donc rien n'empêche les entreprises de devancer l'appel pour celles qui le souhaitent. Et puis dans la loi, il est inscrit qu'il y avait un possible report de maximum 3 mois à ces échéances de septembre 2026 et septembre 2027. Alors, l'essentiel sur cette réforme de la facture électronique, donc vraiment, c'est qu'il s'agit d'une réforme fiscale. Donc en fait, la première des choses, c'est de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Donc sans concerner toutes les entreprises qui sont soumises à la TVA. On a un calendrier d'application dont je viens de vous parler avec différentes étapes en fonction des typologies des entreprises. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette réforme de la facture électronique, on va découvrir, être amené à utiliser de nouveaux formats de fichiers. Donc on va avoir 3 formats de fichiers qui sont acceptés, c'est UBL, C2I, FactureX, pas autre chose. On parle dans cette réforme de nouveaux circuits obligatoires dans le transport de cette facture. Vous allez voir qu'on parle de cycle de vie de la facture, qu'on parle de statut de la facture, et en plus, on va voir arriver de nouveaux acteurs dans le transport de cette facture. Et puis, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la réforme de la facture électronique, en fait, il y a 2 volets. Un volet qui s'appelle le e-invoicing. On va revenir dans un instant un peu plus en détail sur le sujet. Mais le e-invoicing, ça concerne les factures B2B et B2J. Donc ça veut dire que ça, en France, et ça s'applique pas sur les B2C ou le B2B. Donc il y a le sujet du e-invoicing et il y a le sujet du e-reporting. Et le e-reporting, en fait, ça va concerner les transactions. Donc les transactions B2C, les transactions B2B internationales, et également un sujet autour de l'encaissement des prestations de services. En fait, dans la réforme, il y a une distinction qui est faite entre le e-reporting de transactions et le e-reporting des paiements. Sur une présentation un peu différente, on voit ici que le e-invoicing, c'est ce qu'on appelle aussi communément la facturation électronique. Donc c'est bien l'émission et la réception des factures dans un contexte B2B domestique, donc en France, ou B2G. B2G, c'est Business to Government. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le e-invoicing. Et en parallèle de ça, on a autre chose qui s'appelle le e-reporting et qui consiste donc à transmettre à l'administration certaines informations, par exemple le montant de l'opération, le montant de la TVA facturée, le règlement qui va avec. Donc, il faut transmettre à l'administration les données dans un contexte B2C et B2B international et les données relatives à l'encaissement des prestations de services. Donc, on a vraiment 2 volets bien particuliers à prendre en considération. Donc en fait, une facture électronique, c'est pas une facture papier, c'est pas un PDF ou une image, une photo, et c'est pas parce que c'est un document qui est généré par un logiciel et envoyé par mail qu'on est dans une facture électronique. Quand on parle de réforme de la facture électronique et du coup de facture électronique, on doit vraiment être sur une facture créée dans un format électronique. Un des 3 formats standards, c'est FactureX, UBL ou C2I. Et cette facture, elle doit contenir des données structurées. C'est-à-dire qu'il y a certaines données qui sont nouvelles par rapport à celles qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on parle de données structurées, ça veut dire que les données sont obligatoires. Et comme on va être dans des échanges de machine à machine, mécaniquement, si les données ne sont pas correctes, complètes, on va avoir des problèmes. C'est-à-dire que concrètement, s'il manque des données relatives à l'annuaire ou à l'adressage en tout cas, dans ce cas-là, il va pouvoir y avoir des erreurs de routage. Ou alors tout simplement, la facture pourra ne pas être acceptée par la plateforme destinataire. Ou alors en réception, si les informations sont pas correctes, il risque d'y avoir un problème d'adressage et de mauvais destinataires. Donc on va perdre du temps. Et puis, il risque d'y avoir également des sujets liés à la TVA. Donc attention après à tout ce qui tourne autour de la TVA.
qu'il faut bien identifier, c'est que dans ce contexte de réforme de la facture électronique, on parle d'un schéma d'ion Y pour la transmission des informations. Aujourd'hui, on a un fournisseur, un acheteur, vous émettez votre facture à votre client, vous lui adressez la facture. Cette facture, peut-être qu'il manque certaines des informations qui sont aujourd'hui obligatoires, mais ça ne va pas forcément empêcher votre client de payer la facture. Demain, la facture, en fait, elle doit impérativement transiter par ce qu'on appelle les PDP. Donc les PDP, ce sont les plateformes de dématérialisation, on va y revenir. Et donc, il faut obligatoirement que la facture, elle passe par la PDP. La PDP, elle va interroger le portail public de facturation, l'annuaire des entreprises, et c'est cet annuaire qui va lui indiquer quelle va être la PDP à laquelle elle doit adresser la facture pour que l'acheteur la récupère. Donc on est vraiment dans un flux d'échanges complètement différent par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, et c'est le portail public de facturation qui sert de concentrateur des données et qui va adresser ces factures à l'administration fiscale. Euh, pardon. Il a été question jusqu'au mois d'octobre 2024 que le portail public de facturation puisse servir de plateforme de saisie et de dépose manuelle des factures. Donc ça, c'est une mission ce sont 2 missions qui ont été retirées au portail public de facturation. Donc vraiment, depuis octobre 2024, il a été confirmé que les PDP étaient des acteurs majeurs et indispensables dans les flux. Je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle façon de transporter les factures, de transmettre les factures à vos clients, et il va y avoir aussi une nouvelle notion qui est le cycle de vie de la facture. Donc, la facture, elle va contenir des nouvelles mentions, donc on appelle ça des statuts. Dans ces statuts, il va y avoir des statuts obligatoires et des statuts recommandés. En fonction des éditeurs et en fonction des choix de ces éditeurs, on va pouvoir visualiser, traiter uniquement les statuts obligatoires ou également les statuts recommandés. Par exemple, et on va revenir là-dessus, pour Sage, il y aura la matérialisation des différents statuts au-delà des simples statuts obligatoires. Et puis on voit les applications Sage qui sont concernées, donc à la fois la gestion commerciale, bien entendu, mais également la comptabilité, Sage automatisation comptable si vous en êtes équipé, et également, bien entendu, moyen de paiement dans certains cas. Donc ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Sandrine qui va pouvoir illustrer dans cette leçon les différents éléments dont je viens de parler. Donc effectivement, pour vous accompagner dans la facture électronique, on vous propose un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control, qui va vous permettre de faire plusieurs choses sur votre base. Emmanuel a dit tout à l'heure qu'il était important que vos données soient correctement renseignées dans vos applications pour éviter les erreurs de routage, envoyer une facture à un mauvais client, éviter que la facture ne soit bloquée au moment de l'envoi parce qu'il manque des informations obligatoires pour la facture électronique, parce que les informations ne sont peut-être pas tous renseignées. Donc là, le plus gros du travail à effectuer aujourd'hui sur les bases, et on sait qu'il y a vraiment du travail à ce niveau-là, c'est de passer sur l'application Sage Data Clean and Control et de permettre de regarder ce qui se passe sur votre base, c'est-à-dire de regarder est-ce que mes clients, mes fournisseurs sont correctement renseignés. S'ils ne sont pas correctement renseignés, c'est indispensable d'agir, je dirais, dès maintenant, parce qu'on sait que on est tous pareils, à un moment de la création d'un tiers, on veut aller vite, on ne renseigne pas toutes les informations. Aujourd'hui, pour l'envoi d'une facture, ça ne bloque pas, mais demain, ça va bloquer. Donc, il faut corriger ces erreurs-là. Il y a bien évidemment aussi le fait de prendre bonnes, euh, les bonnes pratiques dès aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais me dire, maintenant, lorsque je vais créer un client ou un fournisseur, je vais être vigilant sur la façon dont je le crée et je vais renseigner tout de suite ces champs. Et puis aussi, il y a les paramétrages que j'ai moi dans ma société, parce que vous avez compris aussi tout à l'heure que quand on parle de e-reporting, on parle effectivement de tous les flux qui ne concernent pas le e-voicing, donc la facture électronique, mais aussi tout ce qui va concerner la partie de TVA
et aussi la partie de TVA en cas d'encaissement. Donc, c'est indispensable que tous ces paramètres, que ce soit les taux de taxes, que ce soit les registres de taxes, tous ces éléments-là soient correctement paramétrés dans ma base et que mes données de ma propre société aussi soient bien renseignées pour que je puisse être identifiée lorsque je vais faire effectivement mes envois. Donc, c'est vraiment un des premiers points, ce Sedge Data Clean and Control, qui va vous permettre en tout cas d'agir sur vos bases. Ensuite, Sedge Data Clean and Control va vous permettre également donc de sécuriser l'ensemble de vos éléments pour le e-reporting par exemple, mais aussi de pouvoir traiter vos factures électroniques. Je vais vous le montrer tout à l'heure de quelle manière est-ce qu'on va procéder à ces traitements. C'est-à-dire que cette Data Clean and Control va me permettre d'avoir des automatismes, soit de comptabilisation de la facture fournisseur que je vais réceptionner, parce que je n'ai que la comptabilité Sedge, donc je vais réceptionner dans la comptabilité Sedge et je vais avoir des automatismes de comptabilisation. Ou alors, j'ai la gestion commerciale Sedge et là, je vais vouloir rapprocher ma facture que je viens de recevoir fournisseur avec peut-être mes bons de commande ou mes bons de livraison que j'ai en gestion commerciale et lui demander tout simplement après eh bien, de transformer mon bon de livraison, par exemple, en facture pour le récupérer dans la gestion commerciale et ensuite de créer ce process. Donc, c'est vraiment un des points, je dirais, aujourd'hui indispensables pour moi, en tout cas, si je peux vous donner ces éléments-là, c'est vraiment cet outil Sedge Data Clean and Control qui est indispensable aujourd'hui pour commencer à travailler sur la facture électronique. Alors, si on peut passer, voilà. Donc, vous l'avez bien compris, pour vous accompagner dans la facture électronique, Sedge a fait le choix de devenir PDP. Donc, on a eu notre immatriculation, certes temporaire, puisque aujourd'hui, les immatriculations définitives ne sont pas encore données. Donc, si vous cherchez, hein, on est immatriculé en numéro 52. Et on a fait le choix chez Sedge de vous intégrer cette PDP Sedge dans vos offres pour pouvoir traiter dans votre quotidien les différentes factures. Donc, si vous faites le choix de prendre la PDP Sedge, eh bien, vous allez avoir un traitement qui va vous permettre de faire l'envoi et la réception de vos factures sans surcoût, avec un maximum effectivement de factures sur le mois, mais qui est conséquent à ce niveau-là pour traiter dans le quotidien. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, juste pour vous expliquer un peu le process, vous avez vos applications Sedge d'un côté, donc qui vont vous permettre de générer, entre autres pour la gestion commerciale, un fichier qui sera à la norme de la facture électronique. Et puis, on va passer par un outil qui va s'appeler Sedge Connect, qui va vous permettre de faire l'envoi. Et ce Sedge Connect fait partie un peu d'un tout. On va parler d'un autre outil qui va résumer les éléments, qui est le Sedge Network, qui va intégrer la PDP, qui va intégrer cet outil de Sedge Connect, qui va vous permettre de traiter au quotidien eh bien, vos factures fournisseurs, que ce soit effectivement vers le PPF, vers d'autres PDP, puisque vous l'avez bien compris, et au fur et à mesure, on vous ajoutera des fonctionnalités pour traiter en complément de vos factures électroniques. Donc, c'est vraiment un outil qui ne fera pas que de la facture électronique, mais qui vous permettra d'avoir une gestion complète du process de la facture électronique. Alors, si vous... Pour le coup, on change d'écran. Me redonner, voilà. Et là, normalement, vous devez voir mon écran. Parfait. Alors, c'est bon. Ok. Donc, avant de commencer effectivement sur le traitement de la facture, je voulais juste revenir sur la partie de Data Clean and Control et entre autres, cet outil de mise en conformité. Vous voyez, là, je suis sur la liste de mes clients. J'ai un bouton qui a été intégré, qui est la mise à jour, enfin, l'assistante de mise en conformité qui va me permettre de retrouver l'outil qui va me contrôler mes bases. Donc là, je peux lui dire d'effectuer que sur les tiers actifs ou tous mes tiers. Et là, il va me faire simplement un résumé en me disant, voilà Sandrine, tous les tiers sur lesquels il faut que tu fasses des corrections parce que je n'ai pas mis le numéro SIRET, parce que je n'ai pas mis un code, le pays, parce que je n'ai pas renseigné correctement les informations, par exemple, des identifiants, etc. Donc là, ça va me permettre vraiment de pouvoir, en tout cas, corriger ces différentes anomalies que j'ai sur mes comptes tiers et je vais pouvoir traiter au quotidien.
Voilà, c'était ma petite parenthèse sur SDCC. Maintenant, je sais que vous attendez de voir un peu plus de concret sur la facture électronique pour mieux comprendre comment est-ce qu'on va la gérer. Le but quand même, c'est sur cette facture électronique que vous ayez un suivi, que ça vous facilite le traitement. Et entre autres, Emmanuel vous a montré tout à l'heure le cycle de vie d'une facture. Et vous avez vu, il y a différents statuts qui permettent de savoir si ma facture a été mise à disposition sur le PDP, si mon client est allé la charger, si elle est prise en charge, si elle a été en litige, si elle a été acceptée, etc. Donc, le but, c'est qu'on ne perd plus de temps à relancer les clients, à savoir s'ils ont bien reçu. La facture électronique, c'est vraiment cette gestion-là et cet outil va vous permettre vraiment d'avoir cette visibilité. Alors, on va prendre un cas tout simple. Je suis ici en tant que fournisseur et je vais effectuer une facture à mon client. Donc, je vous apprends rien, hein, je vais passer par les documents de vente, je vais créer ici une nouvelle facture. Voilà, donc je dirais là, je n'invente rien, hein, vous faites comme vous faites aujourd'hui. Donc, je vais prendre simplement mon client. Voilà, je peux renseigner des références. Voilà, je vais valider. Je vais mettre mes différents articles. Donc là, voilà, on va prendre une bague et puis on va mettre allez, une gravure. Je ne vais pas être originale dans mes articles, mais voilà, je vais pouvoir reprendre mes éléments. Voilà, j'ai fait ma facture. Donc, je retrouve mes éléments. Et tout en haut, vous avez certainement vu, j'ai deux boutons qui vont me permettre de voir un peu les éléments de ma facture électronique. Ici, si je clique sur facture électronique, je vais retrouver des informations liées à ma facture. Entre autres, est-ce que c'est une facture de bien? Est-ce que, par exemple, dans le cas où j'ai de la TVA sur les encaissements sur un article et d'autres TVA sur un deuxième article, là, il la passera en mix. Donc là, ce sont des cadres de la facture électronique qui vont se mettre en automatique. Pourquoi? Parce que j'ai correctement paramétré mes taux de taxes, donc il est capable de renseigner ces informations qui sont ces informations obligatoires pour la facture électronique. Donc là, ça me permet déjà d'avoir un premier contrôle des différents champs liés à la facture électronique. Ensuite, le but, c'est de transmettre cette facture électronique. Là, rien de plus simple. À côté, j'ai un bouton qui est transmettre à Sage Connect. Donc ici, on me demande de sélectionner ma facture. Je fais OK. Et ensuite, donc là, ma facture est en train de partir dans Sage Connect, c'est-à-dire dans la PDP Sage. Le bouton transmettre est grisé parce qu'effectivement, je l'ai transmise. D'accord? Je retrouve certaines informations ici qui sont grisées parce que j'ai transmise ma facture. Et si je regarde ici, j'ai une colonne qui s'appelle e-statut qui me permet de visualiser que ma facture que je viens de créer ici le 1er avril et a le statut transmise. Donc, quand je vous disais qu'on va suivre la facture avec les différents statuts, vous voyez ici, j'ai un statut mise à disposition, approuvé, prise en charge, approuvé partiellement, etc. Donc, à tout moment, je sais où en est ma facture chez mon client. Donc, la transmission, elle est vraiment hyper simple. Derrière, qu'est-ce que fait la PDP Sage? C'est qu'elle va aller interroger le PPF pour dire dans l'annuaire, dis-moi comment travaille mon client qui s'appelle Stru. Et on va dire, le client qui s'appelle Stru fonctionne avec la PDP Sage, par exemple. Donc, dans quel cas, on va transférer et mettre à disposition la facture à ce client-là. Ce client va être averti qu'il a effectivement une facture qui a été déposée. Donc, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder ici à Sage Connect. Donc, je lance Sage Connect et ici, je suis bien connecté en tant que Stru, donc le client qui vient de recevoir sa facture. On tombe tout d'abord sur un tableau de bord qui va me donner quelques indications sur la situation de mes encours clients, de mes encours ici que je retrouve. Donc, par exemple, je vois effectivement que j'ai 1965 € en retard de 31 à 60 jours, que j'ai pas d'autres retards. Ici, je vais retrouver par exemple le nombre de clients. Alors, vous ne voudrez pas, pour l'instant, on travaille chez nous avec un client pour notre exemple. Et puis, on voit les messages automatiques qui vont pouvoir être envoyés. On va retrouver également les
prochains messages, excusez-moi, qui vont être envoyés et quelques éléments si je veux inviter des tiers supplémentaires. Maintenant, j'ai reçu un mail en me disant, Sandrine, tu as une facture qui est venue. Donc là, dans la boîte de réception, je vais venir cliquer et je vais voir effectivement les différentes factures. Et là, je vois que c'est une mise à disposition. C'est-à-dire que je l'ai reçue, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore prise en charge. Donc, elle est juste arrivée dans ma boîte de réception. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ouvrir ma facture. Et lorsque j'ouvre ma facture, il va me visualiser les différents articles qui correspondent effectivement à ma facture. Et là, je vais retrouver les éléments avec mes articles, avec les remises, si j'avais des frais, etc. Et donc là, je peux dire, bah, je refuse cette facture. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'est pas adressée, c'est-à-dire que elle n'est pas pour moi, elle est certainement pour un autre client. Ou alors je vais dire, d'accord, je veux bien la prendre en charge parce que ça correspond bien à une facture de ma société. Et dans quel cas, je vais dire, OK, j'accepte cette facture. En cliquant sur accepter, voilà, on dit que le statut va passer en prise en charge. Donc ça veut dire que mon fournisseur sait que j'ai pris en charge cette facture-là. Là, je vais faire approuver. Et donc là, cette facture, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va tout simplement disparaître de ma boîte de réception et je vais la retrouver dans mes applications. Les factures, je vais pouvoir les retrouver à deux endroits. Soit je viens ici dans Transactions et là, je vois effectivement les différentes factures. Soit ici, j'appuie sur Mon network. Je vais retrouver ici tous mes clients. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir visualiser. Alors après, les clients, hein, je peux les trier par ordre décroissant, croissant, etc. hein, pour pouvoir retrouver plus facilement mes différents clients. Et donc là, je vais pouvoir après visualiser mes clients et me dire, bah, est-ce que je veux aller voir, par exemple, des factures de mon client? Alors, je suis juste en train, voilà, de regarder un client. Voilà. Si par exemple, j'ouvre un client, voilà, ici, je vais pouvoir voir quelles sont les informations donc, de mon client. Et dans transactions, si j'avais des transactions avec mon client, apparaîtraient ici les différentes transactions. Donc, pour l'instant, pour ce client-là, je n'ai pas en tout cas de demande, de facture à prendre en charge. Donc, à ce niveau-là, je peux aussi avoir des visualisations voilà, sur mes informations de clients. Maintenant, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit, OK, je prends en charge une facture. Donc, je vais avoir deux cas de figure. Alors, je reviens ici et je vais basculer cette fois-ci en comptabilité. Première chose que je peux faire, je suis en comptabilité et je suis en tant que client sur ma comptabilité. Donc, voilà, je suis en tant que client. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, bah, je n'ai que la comptabilité, je veux pouvoir traiter la facture que je viens d'accepter. Dans le menu traitement, vous voyez ici, vous avez une nouvelle entrée qui s'appelle Sage Connect, qui va vous permettre de réceptionner les factures fournisseurs. Quand je fais réceptionner les factures fournisseurs, voilà, juste agrandir pour que vous puissiez voir les différents éléments. Voilà, je vais retrouver mes différentes factures que je n'ai pas encore traitées avec le statut prise en charge, c'est-à-dire que je les ai validées, mais non encore traitées. Donc, je retrouve ici toutes mes factures et puis je vais lui dire, bah, je vais prendre en compte cette facture-là. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il va me présenter ma facture. Donc là, vous voyez, hein, j'ai l'aperçu de ma facture. Je vais avoir les articles qui correspondent ici à ma facture. Et je vais pouvoir tout simplement venir dans l'onglet écriture. Et là, comme j'ai Sage Data Clean and Control, l'automatisme va me permettre de dire, bah, OK, je vais visualiser l'écriture comptable qui va être passée. Et donc là, j'ai cette écriture comptable qui est automatiquement passée. Par exemple, si je referme, donc je revalide. Si je prends par exemple allez, une autre facture pour que vous puissiez voir, là vous voyez, hein, je n'ai pas les mêmes éléments. Ma facture, effectivement, a été présentée différemment. Écriture, voilà. Et là, de nouveau, on va me reproposer
mon écriture. Alors, bien évidemment, c'est une écriture que l'on propose. Cas exceptionnel, on pourrait faire des modifications. Attention, ici, on comptabilise en pied de facture, c'est-à-dire que là, je vais rechercher les différentes informations de mon pied de facture pour pouvoir faire cette comptabilisation. Et ensuite, eh bien, si je veux approuver tout simplement cette comptabilisation-là, eh bien là, soit je dis, OK, j'approuve, dans quel cas je vais passer mon écriture, ou alors je pourrais très bien refuser cette facture pour X raisons, parce qu'il était prévu que j'ai une remise, j'ai pas de remise, parce que j'en ai pas commandé 3, mais j'en ai commandé 2, etc. Le montant n'est pas bon pour X raisons. Je peux refuser et je vais expliquer pourquoi je refuse. Si on fait directement ici approuver, je prends en charge ma facture. Si j'ai de l'analytique, je peux venir ici faire par exemple mes modèles de grille. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette facture, effectivement, va être passée dans mon journal et elle est plus disponible dans les factures réceptionnées parce que j'ai fait mon traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens dans mes journaux de saisie, si j'ouvre mon journal, voilà, du mois de mars, puisque ma facture était de mars, eh bien là, je vais retrouver mes différentes factures avec le statut comme quoi ça a bien été approuvé. Donc là aussi, je peux visualiser en comptabilité les différents statuts et je retrouve vraiment ici toutes mes écritures qui viennent d'être passées. Donc je retrouve bien ici ma fameuse facture 158 qui a été passée et qui a le statut approuvé. Ça, c'est dans le cadre où, effectivement, je n'ai pas de gestion commerciale, je n'ai que la comptabilité avec celle de Data Clean and Control. Donc, ça va me permettre, de cette manière-là, de traiter tout simplement les différentes factures. Maintenant, vous allez me dire, bah, c'est très bien, mais moi, j'ai la gestion commerciale. OK, alors on va basculer en gestion commerciale. Donc, toujours sur mon client qui a sa gestion commerciale, qui a accepté de prendre en charge une facture. Eh bien là, on va retrouver, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le menu traitement, on retrouve également la partie de Sage Connect. Et ici, on a effectivement la réception des factures fournisseurs. Et là, je retrouve de nouveau les factures, en tout cas, à prendre en charge. Donc, je retrouve un ensemble de toutes mes factures. Et puis, par exemple, si je prends cette facture-là, de la même manière, cette facture va s'ouvrir. On va me mettre le détail tout simplement des factures, donc des lignes d'articles, pardon. Donc là, je retrouve bien mes lignes d'articles. Et puis, je vais lui dire, bah, j'aimerais bien que tu me le rapproches par rapport à mes documents de gestion commerciale. Et là, il va me rapprocher en fonction de mes bons de commande ou de mes bons de livraison. Il va retrouver un document et là, il va me dire, OK, tu as bien les bonnes informations pour un article. Il me met une petite coche verte. Par contre, pour un autre article, eh bien, tu as une différence. Et entre autres, pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il me propose mes différentes informations et il me dit que potentiellement, j'ai une anomalie, effectivement. Pourquoi? Parce que je vais avoir sur mes documents, et là, je peux après visualiser mes documents, je vais avoir une différence de remise. Donc, je pourrais à tout moment venir visualiser ces éléments, faire mes corrections ou valider. Et ce qui me reste après, si je dis non, ok, c'est bon, j'ai bien eu ces 5%, je vais faire approuver, ou là aussi, je peux refuser, bien évidemment. Ici, je vais faire approuver. Je vais lui dire, OK, reprends-moi mes documents, tu vas me les transformer en facture, puis bah, ouvre-moi le document que tu transformes. Et donc là, il va m'ouvrir mon document, il va me mettre mes différentes lignes et je vais retrouver derrière après ma comptabilisation, bien sûr, qui partira de la gestion commerciale. Et cette facture-là a bien eu le statut, effectivement, qui a été modifié. Et les statuts, je vais les retrouver dans mes documents des achats et je vais retrouver ces différentes informations et entre autres sur mes factures. Voilà, je vais retrouver les éléments qui ont été transformés sur ma gestion commerciale. Donc, vous voyez, la transformation, la gestion se fait vraiment très simplement, très facilement. On a le suivi
avec les différents statuts, que ce soit sur la partie d'envoi, réception, le fournisseur est vraiment averti des différents statuts qui sont mis à jour. Moi, je peux voir aussi où est-ce que j'en suis dans mes documents, est-ce que ça a été pris en charge ou non. Et j'ai vraiment cette traçabilité de la facture qui est vraiment importante. L'avantage, c'est qu'on va se retrouver ici dans Sedge Connect avec des informations qui vont me permettre aussi d'avoir une visibilité, que ce soit sur du standard ou que ce soit sur des transactions spécifiques. Là aussi, avec Sedge Connect, j'ai ces différentes informations qui viennent et qui vont me permettre d'avoir une vue complète de toutes les transactions, que ce soit les transactions que j'envoie ou les transactions effectivement que je réceptionne. Parce que là, si je viens, pardon, ici dans les transactions, j'ai les transactions clients, j'ai les transactions fournisseurs, c'est-à-dire que là, je vois toutes mes factures fournisseurs que j'ai reçues. Donc, vous voyez ici, j'en ai des approuvés, des suspendus, des refusés, et je pourrais très bien lui dire, montre-moi que ceux qui sont en cours ou en retard, ou alors ici, en filtré, je pourrais très bien le chercher une facture en particulier en faisant un filtre sur ma facture pour retrouver plus facilement une facture. Donc, j'ai ces différents filtres qui me permettent vraiment d'avoir une visibilité qui me donne vraiment un suivi et de la traçabilité. Que je sois client ou fournisseur, j'ai besoin d'avoir ce suivi et surtout ce suivi est mis à jour et ça me permet vraiment de connaître à tout moment où en est, moi en tant que fournisseur, la facture chez mon client, de savoir si elle a été réceptionnée. Donc, vous comprenez bien que les cas où les clients ne payent pas, alors par omission ou volontairement, peu importe, en vous disant non, je n'ai pas reçu la facture, là, ça sera vraiment très simple de pouvoir savoir où en est effectivement cette facture-là. Et ça, je peux le faire si bien évidemment en amont, mes données sont correctement renseignées pour avoir tout ce process qui est mis en place. Voilà en tout cas, Emmanuel, ce que je pouvais dire sur la partie effectivement de la connexion et de la traçabilité sur le flux complet de la facture électronique. Merci beaucoup Sandrine pour cette présentation très claire. On a bien donc identifié les deux modalités selon qu'on est équipé uniquement de la comptabilité et dans ce cas-là comment on va pouvoir traiter la réception ou alors si on est équipé de la gestion commerciale et dans ce contexte on voit à la fois le sujet de l'émission de la facture mais également le sujet de la réception de la facture, sachant qu'en fonction des types de factures on va potentiellement aussi pouvoir être amené à jongler donc soit au travers de la comptabilité, soit au travers de la gestion commerciale. Donc, une fois que vous avez vu ces éléments, nous, on a essayé de mettre à plat quelques éléments pour vous aider à vous organiser. Et dans ce contexte, on pense qu'il est important d'anticiper et de se préparer pour être le plus serein possible dans cette aventure de la réforme de la facture électronique. On est certain que c'est un projet d'entreprise. C'est un projet et que dans ce contexte, il faut s'organiser en conséquence. Donc, il faut que vous identifiez un référent facture électronique dans votre entreprise, quelqu'un qui va servir de relais en interne aussi, et puis prendre un peu le lead sur les différents sujets. Parce qu'il va falloir informer et former les différents acteurs. Vous avez vu que dans le process, il va y avoir des choses qui vont changer. Il faut peut-être aussi établir une veille réglementaire pour être sûr des éventuelles évolutions et en tout cas de rester bien à la page de tout ça. Il faut aussi échanger avec les partenaires qui sont les vôtres. Vous travaillez avec un certain nombre d'acteurs sur votre système d'information. Vous avez votre expert comptable, vous avez peut-être des conseils autour de vous. Donc regardez un peu comment ces acteurs ont prévu de vous accompagner. Il va falloir travailler sur la conduite du changement parce que les process vont mécaniquement devoir évoluer. Donc, il va falloir travailler avec les équipes. Et puis, il faut qu'on fasse un rétro-planning cible de, OK, pour être prêt pour, par exemple, août 2026 ou juillet 2026, si je veux anticiper, comment je m'organise.
Pour pouvoir faire ça, il nous semble qu'il est important de cartographier vos process, c'est-à-dire qu'il faut inventorier les solutions qui sont impactées dans les domaines comptables, dans les domaines gestion, dans les domaines métiers, les autres outils également. Vous êtes équipé d'un site e-commerce, vous avez des liens dynamiques avec votre gestion commerciale, par exemple, probablement qu'il va falloir faire évoluer les interfaces parce que ces histoires il y a des données obligatoires qui vont mécaniquement devoir transiter et qui ne sont pas présentes aujourd'hui. On parle aussi dans le cadre de la réforme de cas d'usage, très concrets qu'il va falloir être en capacité de gérer. Et donc, il faut que vous regardiez quels sont les cas d'usage qui vous concernent, vous, très particulièrement. Il faut aussi que vous regardiez la façon dont vous travaillez aujourd'hui dans votre contexte de TVA. Comment vous faites pour collecter et contrôler votre TVA? Est-ce que le process d'aujourd'hui va pouvoir perdurer dans l'automatisation telle qu'elle est proposée? Il va y avoir des impacts sur votre organisation, donc il faut que vous les identifiez pour pouvoir les anticiper. Et puis, il va falloir à un moment ou à un autre que vous choisissiez au moins une PDP. Donc, on a vu, si vous êtes équipé de Sage, vous êtes, j'allais dire, en bonne voie, puisque Sage a déjà fait un énorme travail sur le sujet. Mais si vous êtes équipé de plusieurs outils, il y a un moment ou à un autre où il va falloir se poser effectivement un certain nombre de questions pour savoir comment vous pouvez avancer. Et puis, vous pouvez choisir une, mais aussi vous pouvez être amené à choisir plusieurs PDP. Les PDP vont vous proposer certaines des services différents dont vous êtes peut-être plus particulièrement concerné. Donc, il va falloir regarder les différents services proposés par les PDP. Et puis, il faut que vous profitiez de l'occasion pour enrichir votre système d'information, que vous anticipiez les nécessaires mises à jour. Donc actualiser les interfaces, j'en ai déjà parlé. Attention au paramétrage au niveau de la TVA. Puisqu'on dit qu'on va être dans des échanges automatiques, vous avez vu là, Sandrine, elle avait des propositions qui avaient été faites par l'outil parce qu'on a un compte de TVA, un compte de charge. Si on n'a pas ces paramétrages-là, l'outil va pas savoir faire ses propositions. Ensuite, on l'a dit aussi, il faut travailler sur votre base de données. Il faut que vous travailliez sur vos fiches tiers, les clients, les fournisseurs. Est-ce que j'ai pas des doublons? Est-ce que j'ai bien les informations SIREN, SIRET, numéro de TVA? Donc, tous ces éléments-là, il faut vraiment les prendre en considération. Et puis, ça peut être l'occasion pour vous d'initier la démarche de digitalisation de votre process et de s'équiper dès à présent d'un portail de traitement des factures fournisseurs qui va vous permettre de traiter dès à présent vos factures qui arrivent au format PDF par exemple, ou les factures papier que vous allez PDFiser, et qui demain vous permettra aussi d'accélérer le flux avec la RFE. Donc c'est pas une obligation, mais c'est un moyen pour vous d'accélérer le process. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ce qu'il faut retenir dans ce contexte de la RFE, c'est qu'il s'agit d'une réforme structurante avec une obligation dès 2026. Donc c'est quand même pas si loin que ça, qui va avoir quand même de forts impacts sur les entreprises, à la fois sur la transformation du processus de facturation. Vous avez vu que illustration dans Sage, il va y avoir des choses différentes qui vont devoir être gérées, avec aussi le sujet de la TVA. Mais ce sont aussi des opportunités qui s'offrent à vous avec le bon moment d'optimiser et de digitaliser les flux. Ça peut aussi être des opportunités en termes de gain de productivité et de réduction d'erreurs. Si on est sur des données qui sont vraiment propres, nettoyées et qu'on peut automatiser certains process, ça va vous permettre aussi de gagner du temps, d'éviter des saisies chronophages à certains acteurs, d'éviter des saisies redondantes chronophages avec des risques d'erreur. Donc ça peut aussi être des axes d'opportunité et d'optimisation. C'est l'occasion de moderniser votre système d'information. Et puis c'est aussi la sécurisation des échanges, puisque demain, on ne pourra échanger qu'avec des acteurs qui sont identifiés dans ce fameux annuaire du portail public de facturation. Ça veut dire aussi que les escrocs ou les imposteurs pourront plus difficilement passer au travers des mailles du filet. Alors bien entendu, il y a des contraintes et des défis à relever, puisqu'il faut respecter les obligations légales. Mine de rien,
il y a quand même des pénalités qui sont prévues dans le cas où les entreprises ne respecteraient pas ces obligations. Donc, il faut le savoir. C'est un défi parce qu'il y a certains systèmes d'information aujourd'hui qui sont hérités d'un certain nombre d'années de pratiques, etc., qu'il va falloir faire évoluer. C'est pas toujours évident. Il faut aussi faire évoluer les process, pareil, c'est pas toujours évident. Et puis, il faut gérer le changement et accompagner les équipes. Là aussi, ça peut prendre du temps et ça peut nécessiter pas mal d'énergie. Donc nous, il nous semble que le mot d'ordre, c'est vraiment anticiper. Parce que choisir sa PDP, c'est une chose, mais il y a un certain nombre d'actions à mener avant de pouvoir choisir cette PDP. Sage va pouvoir vous proposer un certain nombre de services, hein, on l'a bien vu, hein, ils ont bien avancé, mais il y a peut-être des besoins qui sont les vôtres qui pourraient ne pas être proposés par cette PDP. Il faut que vous n'hésitiez pas à nous solliciter. Enfin, nous, on peut vous aider dans la mesure de nos possibilités, mais on le fera avec plaisir pour travailler avec vous sur ce sujet. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous semblait important de dire aujourd'hui dans ce contexte de RFE. Travailler le sujet dès à présent, regardez quel est votre contexte. Vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure, la RFE, c'est dans un contexte franco-français, enfin domestique. Mais si vous avez aussi de l'international, bah, vous allez être du coup amené à continuer à travailler avec l'ancienne méthode pour certains aspects et la nouvelle méthode pour d'autres. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses sur lesquelles vous devez travailler pour pouvoir demain vous projeter sur la solution qui sera la meilleure pour vous. Donc ça, c'était ce que je voulais dire sur la partie RFE. Il faut quand même qu'on aborde un autre sujet qui concerne la modernisation des états financiers. Alors, force est de constater que ce sujet-là, a priori, pas été beaucoup relayé auprès des entreprises. Pour autant, il s'agit quand même d'une obligation légale également. Donc, la modernisation des états financiers, en fait, il y a eu l'autorité des normes comptables qui a adopté un règlement en novembre 2022 qui concerne la modernisation des états financiers. Et en fait, ça concerne toutes les entreprises pour les exercices qui sont ouverts au 1er janvier 2025. Donc, vous êtes très nombreux à être concernés par ce sujet-là. Et c'est une réelle transformation profonde de certaines pratiques comptables pour en fait aligner la France avec les standards internationaux, notamment ceux qui sont édictés par l'IFRS. Donc l'objectif en fait, c'est de rendre les modèles plus adaptés aux réalités économiques actuelles, se rapprocher des standards économiques internationaux, et c'est aussi simplifier les modèles franco-français pour pouvoir améliorer et faciliter les comparaisons entre les entreprises. Et donc, on est sur une standardisation de la présentation des états financiers. Au-delà de la simple présentation, il faut faire attention parce qu'il y a des changements, j'allais dire un peu structurants, puisque donc il y a des sujets autour du plan comptable avec la création de nouveaux comptes comptables, la suppression d'anciens comptes. On va devoir donc retravailler votre plan comptable. Il y a aussi des notions de compte obligatoire et des notions de compte facultatif. Par exemple, parmi les suppressions de comptes, il y a le compte 514, les comptes 400 et les comptes 410. Il y a pas énormément d'entreprises qui utilisent encore ces comptes-là, mais sauf que pour celles qui les utilisent, il va falloir mettre en œuvre des process pour pouvoir solder ces comptes au profit de nouveau. Donc ça, c'est des écritures comptables. Après, on a une technique en France qui s'appelle le transfert de charge. Ce transfert de charge, ça disparaît. Donc ça, vous voyez avec vos experts comptables, par exemple, mais il va falloir modifier vos pratiques de ce point de vue-là. Et après, on a aussi le résultat exceptionnel. Il y a une nouvelle définition désormais du résultat exceptionnel.
Ok, donc ça nécessite une nouvelle façon de procéder et de saisir des écritures. Et après, en termes de présentation, on a dit la simplification des états FI et une nouvelle présentation des informations dans l'annexe. Donc mine de rien, ça aussi, c'est quand même assez structurant. Et donc concrètement, vous allez devoir prévoir de mener des actions au niveau de votre plan comptable, donc créer des nouveaux comptes. Fermer les anciens, ça veut dire les mettre au sommeil. Attention, parce que pour les 514, 400 et 410, il y a quand même un certain nombre de choses à faire et puis il faut faire les lettrages, etc. avant de pouvoir solder les comptes. Et puis, il faut réaliser les OD pour solder les comptes avant de les fermer, ça c'est sûr. Puisque on doit travailler sur le plan comptable, ça veut dire aussi qu'il va falloir que vous retravailliez les schémas comptables, puisque potentiellement les schémas comptables, les modèles d'écriture peuvent utiliser des comptes qu'il faut fermer, donc il va falloir retravailler ces éléments-là. Attention au niveau des immobilisations, vous avez aussi des impacts par rapport à ça, donc les écritures comptables au niveau des IMO, il y a des choses à faire. Et puis, si vous avez des exports de balance à destination de vos solutions de l'IAS, attention de bien prendre tous les comptes. Au niveau des états financiers, il faudra aussi retravailler ces éléments-là. Si vous utilisez des états de reporting, il va falloir que vous vous assuriez que les fourchettes de comptes que vous utilisez sont toujours d'actualité. La gestion des budgets, là aussi, ça va peut-être avoir des impacts. On est sur des nouveaux comptes comptables et on ferme des anciens. Et puis, si vous importez des fichiers comptables, par exemple, l'OD de paye, elle est aussi impactée. Donc, attention à ces éléments-là, il peut y avoir des conséquences. Donc, il nous semble qu'il y a quand même des actions à mener pour les entreprises dès 2025 sur ces sujets-là. On vous a proposé des tutos, des tutoriels que vous retrouverez donc sur les liens qu'on vous a partagés ici pour pouvoir travailler là-dessus. Et en conclusion sur ce sujet de la modernisation des états financiers, en fait, Sage, avec la version 11, a proposé un assistant pour pouvoir vous accompagner dans la création des nouveaux comptes comptables, dans l'identification des comptes à mettre en sommeil et dans l'actualisation des états préparatoires que vous avez dans votre comptabilité. Donc, si vous avez la V11 avec l'assistant, vous allez gagner un peu de temps. Si vous n'avez pas la V11, vous allez pouvoir faire ces actions, mais il faut effectivement se préoccuper de ces sujets-là et en tout cas être focus sur ces différents thèmes pour pouvoir se préparer pour la campagne fiscale 2026, parce que donc tous ces éléments-là sont obligatoires pour les exercices ouverts à compter de janvier 2025. Donc ça veut dire que l'impact le plus fort, ça sera sur la liasse fiscale de 2026 qui porte sur l'exercice 2025, puisque en fait il va y avoir nécessairement une mise à jour et des évolutions conséquentes dans les outils que vous connaissez. Si vous êtes équipé de Sage états comptables et fiscaux, en fait, après le mois de mai, il va y avoir une nouvelle version, un nouveau millésime. Et Sage va vous livrer de nouveaux modèles de plaquettes, actualiser les états et mettre à disposition d'états comparatifs, parce que ça risque d'être un peu rock'n'roll, pardon pour le terme, l'année prochaine pour pouvoir comparer N et N-1, puisqu'on va être sur une présentation différente. Donc Sage va vous prévoir de vous familiariser avec ça dès mai-juin 2025. Et la campagne fiscale 2026, forcément, il y aura un peu plus de travail que les années précédentes puisqu'on va être sur une présentation différente et donc pour vous et pour nous aussi, un nouvel accompagnement à prévoir. Et puis, il faut que vous sachiez, parce qu'on n'en parle pas très souvent, que pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, il existe chez Sage depuis quelque temps maintenant une solution SaaS qui permet de gérer l'alias fiscal, mais pas uniquement. Et si vous êtes intéressé, on peut échanger sur ce sujet également pour remplacer Sage état comptable et fiscaux. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Donc, le sujet de la réforme de la facture électronique, la présentation et l'illustration donc de Sage Connect et des conséquences très concrètes dans Sage 100, et puis le sujet de la modernisation des états financiers, pour lequel là aussi il y a quand même des actions à mener de votre part. Donc voilà,
on est à votre disposition, bien entendu, pour vous accompagner. J'ai reçu 1 ou 2 questions auxquelles j'ai répondu pendant la séance. S'il y a d'autres questions, je reviendrai vers vous, bien entendu, et je te laisse la parole pour la conclusion, Capucine. Merci beaucoup Emmanuel. Alors nous avons pas mal de questions et nous arrivons à la fin de cette conférence. Ce que nous allons faire, c'est prendre le temps de vous répondre par écrit juste après ce webinaire. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore une fois à Emmanuel et Sandrine pour cette présentation. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions Apsiscyborg, vous pouvez nous suivre également sur notre page LinkedIn. Eh bien, merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Bonne journée.